Bien, je suis le docteur Ichi Kipenge. Je vais vous entretenir sur la démarche diagnostique devant une hypertension artérielle secondaire. Alors, pour y arriver, nous allons suivre le plan que voilà. Après une brève introduction, je présenterai vraiment la démarche diagnostique et nous terminerons par une conclusion. En guise d'introduction, il faudrait dire que l'hypertension artérielle représente l'un des facteurs de risque cardiovasculaire majeur. Elle se définit par l'élévation persistante de la pression artérielle à des valeurs pour la systolique supérieure à 140 et pour la diastolique supérieure à 90. Sa grande complication réside dans le fait qu'elle atteint les différents organes, que sont les organes cibles représentés par le cerveau, le cœur, le rein, les vaisseaux et la rétine. Et donc, cette hypertension artérielle, elle est responsable de 2 tiers des affections cérébrovasculaires et plus de la moitié des cardiopathies ischémiques. En termes de chiffres, il faut dire que l'hypertension artérielle existe depuis bien longtemps. Dans les années 40, l'auteur Coaté avait décrit déjà de l'hypertension qui existait, mais qui était à des valeurs vraiment très peu importantes. Plus de 30 ans plus tard, Fourcade, lui, il a trouvé que les chiffres d'hypertension artérielle étaient de plus en plus élevés avec des valeurs atteignant entre 15 et 33% et une variation qui était différente selon les hommes et les femmes. En 2023, l'OMS, dans ce résumé analytique, a trouvé qu'entre 2010 et 2020, eh ben, on a noté une réduction vraiment infime de la prévalence de l'hypertension artérielle. Et cela est plus observé dans les pays qui ont mis en place des mesures de diagnostic, de prévention et de traitement de l'hypertension artérielle. Et donc, à cause de l'allongement de l'espérance de vie, de l'occidentalisation des comportements, l'hypertension artérielle est devenue de plus en plus un problème majeur de santé publique en Afrique subsaharienne immédiatement après le VIH-Sida. Si ce taux de prévalence semble décroître, comme on l'a vu sur la dernière plaque en 2010, eh bien, en termes de chiffres absolus, cette prévalence devrait aller en augmentant d'ici l'année 2025. Pour vous donner un ordre d'idée, en 2000, par exemple, pour une population de 650 millions d'habitants, on retrouvait à peu près 80 millions d'hypertension. Les projections épidémiologiques telles que menées par Kearney et son équipe pense que d'ici 2025, eh bien, on aura environ 150 millions d'hypertendus, avec tout ce que cela implique sur la santé publique et l'économie de la santé. Alors, pourquoi se développe donc cette hypertension artérielle? C'est connu, c'est suite à la conjonction des facteurs héréditaires et des facteurs de l'environnement. Entendez par là la consommation de sel, le stress, l'obésité, la consommation régulière d'alcool, la sédentarité, le tabac, la pollution nocturne, la pollution atmosphérique, etc. Tous ces éléments mis ensemble chez un patient qui a déjà de l'hérédité, cela contribue à élever la pression artérielle. Mais cette pression artérielle s'élève comment? Elle s'élève suite à un dysfonctionnement sur les principaux organes impliqués dans la régulation à court, moyen et long terme de la pression artérielle. Ça peut être par le système nerveux autonome, par le biais des catécholamines, ça peut être par le biais de la fonction rénale ainsi que de la glande surrénale. Ça peut être par le réflexe myogénique local représenté par les artères, ou ça peut être soit isolément, soit en association, une dysfonction de ces différents organes impliqués dans la régulation de la pression artérielle, dont le dysfonctionnement eh ben, entraîne une hypertension artérielle. Et donc, pour la démarche diagnostique, cela est assez clair, assez codifié. Nous allons donc parler de l'enquête étiologique initiale et nous finirons par les hypertensions secondaires. Ces hypertensions secondaires, déjà, elles ne sont pas si rares puisqu'elles représentent environ 15% des patients. La prévalence réelle n'est pas bien connue parce qu'il y a un biais de sélection, ça dépend de votre population d'études. Si vous travaillez en médecine générale, vous aurez beaucoup moins d'hypertension, mais en centre spécialisé, ces valeurs de prévalence d'hypertension secondaire atteignent presque les 30-40%. Il faut donc dire qu'il y a
beaucoup de cas qui sont non diagnostiqués parce que la définition des variables des formes sévères ne sont pas toujours bien précises. Il est donc important de détecter et de prendre en charge ces formes d'hypertension secondaire parce que cela revêt une grande importance vu que pour les hypertensions secondaires, certaines formes peuvent être curables et donc faire disparaître l'hypertension. Le risque de ces hypertensions artérielles secondaires est élevé, voire très élevé, parce ils sont grévés d'une morbidité, une mortalité importante. Et comme je l'ai dit, elles peuvent éventuellement être guéries par un traitement opportun de leur cause. Le dépistage de ces hypertensions secondaires, bien évidemment, ne peut pas être fait pour tout le monde parce que justement, ce n'est pas rentable. Il faut se baser sur des critères subjectifs, suggestifs. Ces critères peuvent être cliniques, ils peuvent être biologiques et en fonction de ces éléments, eh bien, on va retrouver les étiologies les plus fréquentes. Il y en a beaucoup, mais on va s'attarder plus sur l'hyperaldostéronisme, sur les maladies rénovasculaires, sur le Cushing et sur les autres formes d'hypertension artérielle endocrine. Dès la suspicion diagnostique, idéalement, il faut orienter le patient vers des centres spécialisés d'hypertension. Mais le rôle du médecin, surtout le rôle du cardiologue, c'est d'évoquer déjà cette hypertension artérielle secondaire sur base des critères que nous allons voir. Et donc, l'hypertension artérielle secondaire doit être évoquée devant toute hypertension qui est d'emblée sévère. Il n'est pas logique d'avoir des tensions spontanément aux alentours de 200 systoliques, par exemple, une hypertension qui se développe précocement, avant 40 ans, les hypertensions qui sont résistantes au traitement, il faut entendre parler d'un traitement bien mené et bien suivi, les hypertensions accélérées et hypertension maligne, les hypertensions qui s'accompagnent d'une atteinte non proportionnelle des organes cibles. Imaginez une hypertension qui évolue depuis 2 ans chez un patient de 42 ans, mais qui a une atteinte d'organes cibles très importante. Ça doit faire évoquer déjà une hypertension artérielle secondaire. Les hypertensions diastoliques du sujet de plus de 65 ans et enfin, et c'est la forme qui est la plus souvent retrouvée, devant une hypertension qui s'associe à de l'hypokaliémie. Et donc, ces hypertensions secondaires peuvent se développer à tout âge. Comme vous le voyez sur cette plaque, dans la petite enfance, c'est généralement les maladies qui touchent l'aorte ou les maladies, on va dire, euh, génétiques monogéniques d'hypertension. Elles sont retrouvées dans la petite enfance, mais chez le sujet âgé, on peut retrouver les hypertensions rénovasculaires par maladie athérosclérotique. En dehors de ça, à tout âge, on peut voir toutes les autres formes d'hypertension secondaire, qu'elles soient par atteinte du parenchyme rénal ou par les hypertensions artérielles endocriniennes. Et donc, l'enquête étiologique initiale se basera sur, en plus de ce qui est fait habituellement dans l'hypertension, on va s'attarder sur les antécédents familiaux d'hypertension, sur l'ancienneté de l'hypertension. Les antécédents uronéphrologiques sont très importants. Est-ce que le patient a fait de la maladie rénale? Est-ce qu'il a une histoire d'hématurie, une histoire de protéinurie, une histoire d'infection urogénitale dans la petite enfance? Est-ce qu'il a été exposé à des produits vasomoteurs, vasopresseurs tels les, les décongestionnants nasaux, tels les corticoïdes, tels les contraceptifs? Est-ce que votre patient présente des troubles moteurs paroxystiques, tels les flushs vasomoteurs, transpiration profuse, céphalée paroxystique, palpitations paroxystiques? Est-ce qu'il a des signes en faveur d'une endocrinopathie? Et surtout, lorsqu'on fait son bilan biologique systématique, est-ce qu'il y a des éléments qui orientent vers une hypertension secondaire? L'examen clinique s'attardera donc sur la palpation des poux fémoraux qui peuvent être faibles ou abolis avec présence au membre supérieur d'un bon pouls qui oriente vers la coarctation de l'aorte, l'existence d'un souffle systolique précordial ou interscapulaire ou un souffle continu en rapport avec une circulation collatérale, la recherche d'un souffle systolique abdominal qui va orienter vers les maladies rénovasculaires comme la fibrodysplasie ou la sténose athéromateuse de l'artère rénale. On va rechercher les signes en rapport avec de l'hypertension endocrine, c'est-à-dire les signes du syndrome de Cushing, de l'acromégalie ou de dysthyroïdie. Après cet examen clinique et cette enquête étiologique, les sociétés savantes sont d'accord sur un fait: il faudrait faire un bilan minimal de l'hypertension. Ce bilan minimal de l'hypertension a un triple intérêt. Il permet déjà de rechercher les facteurs de risque cardiovasculaire,
parce que cela est important pour estimer le risque cardiovasculaire, puisqu'il y a une implication thérapeutique. Mais surtout, elle permet déjà d'avoir des orientations sur l'étiologie. Par exemple, un taux d'hémoglobine élevé peut être trouvé dans la polyglobulie, une kaliémie basse, et on le verra le plus souvent, est en rapport avec une hypertension, soit endocrine, soit par sténose athéromateuse de l'artère rénale. L'évaluation de la créatininémie ou de la cystatine, c'est avec estimation du débit de filtration glomérulaire, a un intérêt non seulement dans la surveillance, dans l'atteinte d'organes cibles, mais aussi pour l'étiologie en rapport avec les maladies rénales parenchymateuses. Et la calcémie également, elle peut nous orienter vers tout ce qui est hyperparathyroïdie. Et bien, vous l'aurez compris, le simple le simple bilan minimal recommandé dans les recommandations peut permettre déjà d'avoir une orientation étiologique. Et donc, ces hypertensions artérielles secondaires, elles peuvent être regroupées dans deux groupes. N'oubliez pas, je vous ai dit qu'elles représentaient 15%. Ça peut être des maladies qui sont irréversibles, on ne va pas trop insister dessus, vu qu'elles sont du domaine du néphrologue. C'est la polykystose, c'est les glomérulopathies. Mais ce qui nous intéresse, c'est qu'il y a ces hypertensions qui sont potentiellement curables. Elles représentent 5 à 10%, et c'est là qu'on retrouve tout ce qui est endocrinien, tout ce qui est rénovasculaire et ce qui est médicamenteux et toxique. Et de ces 5 à 10%, comme vous l'aurez vu, environ 1 à 5% peut être guéri. Ça veut dire qu'il est important de les rechercher parce qu'un traitement adéquat peut permettre de guérir le patient et donc de diminuer le risque de survenue des événements cardiovasculaires majeurs. Nous allons donc passer en revue à peu près, on va dire, 5 à 6 hypertensions artérielles secondaires pour vous donner une idée de ce qu'il faut rechercher. Le premier, et qui est le plus fréquent, c'est l'hyperaldostéronisme primaire. Sa prévalence, c'est environ 6 à 20%, mais encore une fois, ça dépend de où est-ce que quelle est votre population d'études. Comme on l'aura compris dans l'hyperaldostéronisme primaire, nous avons une hypersécrétion d'aldostérone qui va s'accompagner de rétention hydrosodée et d'hypokaliémie. À côté de cela, cette rétention hydrosodée va entraîner une diminution de l'activité rénine plasmatique, et ce sont ces éléments qui vont être recherchés du point de vue biologique. Du point de vue symptômes, eh ben, nous aurons toujours ou souvent une hypertension artérielle qui est résistante, une hypertension artérielle qui s'associe à de l'hypokaliémie ou une hypertension artérielle qui est associée à un incidentalome surrénalien. N'oubliez pas de penser également à l'hyperaldose chez un patient qui est relativement jeune et qui présente un AVC ischémique inexpliqué. Comment faire le point? Le diagnostic, comme on l'a dit, sera évoqué en cas d'hypertension sévère d'emblée ou d'hypertension résistante, associée à de l'hypokaliémie. Entendez par hypokaliémie, et c'est important, un cutoff aux alentours de 3,8 millimoles par litre et non 3,5. Et dans ce cas, éliminer très rapidement les causes digestives d'hypokaliémie, de la diarrhée, des vomissements, et dans ce cas, vous aurez toujours une calibre-espace, et éliminer également les causes iatrogènes, c'est-à-dire un usage de diurétique. Avec déjà ces deux éléments, hypertension artérielle sévère plus hypokaliémie, vous aurez dans 50% des cas un hyperaldostéronisme primaire. Et donc, de là, il y a intérêt à faire des dosages plasmatiques et urinaires. On dosera la rénine, l'aldostérone plasmatique afin d'obtenir le ratio aldostérone sur rénine, et on peut s'aider également de l'aldostérone urinaire. Dans certaines zones grises, comme on va le voir, il y a des tests dynamiques qui peuvent être réalisés. Ils sont nombreux et non standardisés. C'est le test, par exemple, tel la charge en NaCl, le test captopril. Ce sont des tests qui peuvent être utilisés dans les zones grises. Mais on retiendra le diagnostic chaque fois que nous aurons un taux d'aldostérone qui est élevé aux alentours ou supérieur à 550 picomoles par litre, avec un rapport aldostérone sur rénine qui est supérieur à 64. L'aldostérone urinaire doit également être élevé. Et donc, pour faire ces dosages, il faudrait arrêter tous les médicaments qui interagissent avec tous les médicaments, je vais mettre le pointeur, excusez-moi, tous les médicaments qui ont un effet sur le système rénine-angiotensin. Donc, tous les médicaments qui vont soit inhiber la rénine, soit l'enzyme de conversion, soit la production d'aldostérone doivent être arrêtés. Et vous verrez que c'est la majeure partie des médicaments utilisés dans l'hypertension, puisqu'ils ont une action soit sur la rénine, soit sur l'aldostérone, et donc ils doivent être arrêtés au moins 2 semaines avant le dosage. Et si c'est pour les inhibiteurs ou les antagonistes des minéralocorticoïdes, ils doivent être arrêtés 6 semaines
Comment faire? Eh bien, il faut faire un washout, il faut arrêter tous ces médicaments et mettre un traitement qui est dit neutre. Ce traitement associe souvent des bloqueurs des canaux calciques associés à un alpha-bloquant. Ce que nous faisons en pratique, c'est de donner du verapamil 240 mg associé à de la prazosine. Ça marche très bien. Votre patient ne sera peut-être pas bien contrôlé. Il aura des tensions aux alentours de 15-16, mais ça va vous permettre d'avoir un bilan correct. Et donc, pour faire le point, comme je l'ai dit, dès la suspicion d'hyperaldo, on dose l'aldostérone et la rénine afin d'avoir le rapport aldostérone sur rénine. Si ce rapport est élevé avec un taux d'aldostérone élevé, eh bien, le diagnostic d'hyperaldo est confirmé. À l'inverse, si ce rapport est bas avec un taux d'aldostérone bas, on peut rejeter l'hypothèse. Et pour les zones grises au milieu, il y a intérêt de faire des tests dynamiques. Ce qui est le plus souvent fait, c'est la charge en NaCl. On donne une charge en NaCl et on dose l'aldostérone au temps 0 et au temps 4. Une fois ce diagnostic confirmé, il faudrait savoir pourquoi est-ce qu'il a un hyperaldo. Ça peut être soit par adénome de cône ou par hyperplasie bilatérale des surrénales. Pour cela, on s'aide d'un scanner ou d'une IRM qui va permettre d'avoir soit un adénome de cône ou une hyperplasie. Et la sanction chirurgicale dépend de la latéralisation de cette sécrétion. Il sera peut-être nécessaire de faire un cathétérisme bilatéral des veines surrénales. Si la sécrétion n'est pas latéralisée, on va donner juste un traitement médicamenteux. Cette plaque résume ce qu'il faut retenir pour l'hyperaldostonisme, puisque c'est parmi les étiologies les plus retrouvées. En cas d'hypertension artérielle résistante ou d'hypertension de grade 3 associée à l'hypokaliémie ou avec atteinte d'organes cibles non proportionnels ou d'incidentalome surrénalien, il faut rechercher un hyperaldo. Cela passe par le dosage de l'aldostérone, de la rénine et du calcul du rapport aldostérone sur rénine. Lorsque ce rapport est élevé avec un taux d'aldostérone élevé, on a un hyperaldo qui va demander de faire un scanner ou une IRM des surrénales qui va donner deux possibilités. Soit on a un nodule unique chez un sujet jeune et donc la sécrétion est latéralisée, auquel cas il y a une indication à la chirurgie. Soit on a un sujet jeune avec une morphologie quelconque, auquel cas il faut faire un cathétérisme des veines surrénales pour s'assurer de la latéralisation de la sécrétion et donc d'une indication de la chirurgie. À part cette forme classique d'hyperaldo, on a des formes d'hyperaldo qui sont dites monogéniques et l'hyperaldostéronisme, le pseudo-hyperaldostéronisme qui s'accompagne d'une élévation de l'aldostérone, mais sans forcément une rénine qui est basse avec aldostérone basse, comme on le voit dans le syndrome de Liddle, le syndrome de Gordon ou l'hyperaldostéronisme suppressible par les glucocorticoïdes. La deuxième forme d'hypertension artérielle secondaire, eh bien, nous allons parler de la sténose de l'artère rénale. Il y en a deux formes. Nous commencerons par la sténose athéromateuse de l'artère rénale, qui est vue chez environ 6 à 14 de la population consultant en centre spécialisé et dont la prévalence peut varier. Si vous allez par exemple chez les sujets âgés, vous verrez que c'est à peu près 6%, mais lorsque vous regardez chez les hypertensions résistantes, cette prévalence peut atteindre 14 à 28%. Le diagnostic sera évoqué devant ces hypertensions qui sont résistantes, qui s'associent à une altération de la fonction rénale, à des OAP flash et surtout à une dégradation stable de la fonction rénale sous IEC. En pratique, ce sera donc, comme je l'ai dit, une hypertension résistante, une hypertension maligne avec souffrance viscérale, une augmentation récente et stable et significative de la créatinine plasmatique après initiation d'un traitement par IEC ou ARA2, le fait de trouver un petit rein unilatéral ou une asymétrie de la hauteur des reins supérieure à 1,5 non expliquée par une autre cause, en cas d'OAP flash ou en cas de souffle lombaire latéralisé. Comme on l'aura bien vu, l'HTA rénovasculaire représente à peu près un tiers des HTA malignes ou des HTA restantes parce qu'elles se développent au centre de l'hypertension associée à la sténose des artères rénales. La mise au point se fait par échodoppler de l'artère rénale, mais retenez que c'est opérateur dépendant, donc il y aura nécessité souvent de faire un angioscanner ou une angio-IRM si le diagnostic est très précis. Pourquoi cela est important? Eh bien, parce qu'il pourrait avoir une indication, une angioplastie, comme vous le voyez sur cette plaque, la sténose athéromateuse qui se développe sur le tiers proximal de l'artère rénale. S'il y a une indication, puisque ce n'est pas toujours le cas, par exemple en cas de dégradation progressive de la fonction rénale, en cas d'inefficacité du traitement médicamenteux et récidive des OAP flash, on peut être appelé à placer un stent et donc de
diminuer les problèmes du patient. À côté de la sténose athéromateuse d'artère rénale, il y a la dysplasie fibromusculaire qui touche plutôt la femme jeune, avec comme symptôme une hypertension résistante s'associant à des migraines. C'est souvent vu dans le contexte associé soit à de la dissection coronaire, soit à des anévrismes ou à des AVC inexpliqués. Et je me souviens que l'année passée, nous avions fait un travail, nous avions publié dans le JAC un cas de dissection coronaire spontanée. Et bien, figurez-vous que lors du screening, on s'est rendu compte que cette patiente avait plutôt une dysplasie fibromusculaire et la première manifestation était ce syndrome coronarien par dissection spontanée de la coronaire détecté chez une patiente qui avait à peu près 32 ans. Le screening se fait également par écho-doppler des artères rénales qui va montrer cette image en collier de perles, mais on peut s'aider également de l'angioscanner ou de l'angio-IRM. La quatrième forme d'hypertension secondaire est représentée par le phéochromocytome et le paragangliome, qui sont des tumeurs qui s'accompagnent d'une sécrétion de catécholamine par une tumeur sur soit la médullosurrénale ou les ganglions de la chaîne paraganglionnaire. Elle se manifeste justement par des symptômes paroxystiques, ça peut être de l'hypertension paroxystique, des céphalées paroxystiques, la classique triade de Ménard associant céphalée, palpitations, sudation profuse. N'oubliez pas de penser au phéochromocytome et au paragangliome chaque fois que vous aurez une hypertension associée à un diabète chez un sujet qui a un IMC inférieur à 25, surtout s'il s'associe des épisodes d'hypotension orthostatique. Comment faire le point? Eh bien, ce sont des hypertensions endocrines et donc la biologie garde une part importante. Doser les catécholamines? Non, la valeur diagnostique est médiocre. Il faut plutôt doser les dérivés méthoxylés urinaires représentés par les méthanéphrines. Et on dose essentiellement les méthanéphrines urinaires qui, lorsqu'elles sont rapportées à la créatinurie, nous donnent une valeur seuil qui permet de poser le diagnostic de phéochromocytome ou paragangliome. Après ce bilan, il faudrait faire l'imagerie pour avoir un diagnostic anatomique, c'est-à-dire le nombre de tumeurs, la localisation, l'existence des métastases, les localisations multiples et du point de vue également fonctionnel, il faut un diagnostic et pour ça on sait de la scintigraphie à la mono-iodo-benzoguanine. La cinquième forme d'hypertension secondaire, c'est le Cushing. Le Cushing se caractérise par une sécrétion inappropriée de cortisol. Elle représente 2 à 5% des patients. Les symptômes, c'est des patients qui seront souvent en hypertension résistante avec un faciès pléthorique, une peau fine, des vergetures pourpres et surtout une obésité abdominale et une obésité facio-tronculaire, excusez-moi. Et ce syndrome de Cushing, comme on l'a dit, il peut dépendre de l'ACTH, c'est-à-dire être en rapport avec une tumeur hypophysaire, ou être ACTH indépendant, là c'est corticosurrénalien, ou enfin, elle peut être due à une sécrétion ectopique d'ACTH, comme on le voit dans les syndromes paranéoplasiques. Comment faire le diagnostic? Eh bien, il faut doser le cortisol. On dose la cortisolémie. N'oubliez pas que la sécrétion maximale de cortisol, c'est généralement au petit matin vers 7-8 heures. Donc, on peut faire un dosage de la cortisolémie associée à une cortisolurie de 24 heures qui également est élevée. Cette dernière a une excellente spécificité qui peut atteindre 100% lorsque la valeur est 3 fois supérieure à la normale. Une fois ce cortisol élevé, on fait un test de freinage pour s'assurer que la sécrétion de cortisol n'est pas due à des facteurs confondants. Parce que s'il s'agit d'un hypercorticisme, et bien, même en administrant des corticoïdes, on fait le test au dexaméthasone qui est le plus pratiqué. 1 mg de dexaméthasone à 23 heures. En principe, ça doit freiner la sécrétion de cortisol à 8 heures. Si la sécrétion de cortisol n'est pas freinée, vous pouvez confirmer l'hypercorticisme. Et une fois l'hypercorticisme confirmé, il faudrait savoir est-ce que ça dépend de l'ACTH, auquel cas on rechercherait une tumeur hypophysaire, ou ça ne dépend pas de l'ACTH, auquel cas on va voir l'axe, on va dire, surrénalien. À part cela, nous avons des causes rares d'hypertension endocrine qu'il est bon à connaître, mais qui ne sont pas souvent retrouvées, comme la tumeur arénine, l'acromégalie avec ce gigantisme qui est caractéristique, la dysthyroïdie vue dans le bas dos et l'hyperparathyroïdie qui peut être évoquée devant une hypercalcémie notée au bilan initial. À côté
de cela, nous avons également des maladies systémiques qui peuvent s'accompagner d'élévation de la pression artérielle de manière persistante. Il est bon de les connaître. Ça peut être l'artérite de Takayasu avec les symptômes que vous connaissez, l'artérite de Horton. On peut retrouver des hypertensions aiguës paroxystiques dans la sclérodermie systémique, dans le syndrome des antiphospholipides, et on peut également avoir de l'hypertension notée chez le patient drépanocytaire. Ça fait beaucoup de choses, mais après avoir tout oublié, ce que je vous demanderai de retenir, c'est trois choses. Comment avancer dans la mise au point ou dans la recherche d'une hypertension secondaire? L'école abidjanaise aime à vous dire, il faut faire un regard, c'est-à-dire bien inspecter votre patient, qu'il a une obésité facio-tronculaire, auquel cas vous penserez à l'hypercorticisme. Est-ce qu'il a une conjonctive, une langue hyperémie, auquel cas vous penserez à la polydiploïdie, ou est-ce qu'il a une exophthalmie et des tremblements, auquel cas vous évoquerez directement une dysthyroïdie. Après avoir regardé après ce regard, posez-lui 6 questions. Est-ce que votre patient prend des contraceptifs? Est-ce qu'il prend de la réglisse ou du pastis? Est-ce qu'il prend des médicaments de type corticoïdes décongestionnants nasaux? Est-ce qu'il a des céphalées, sueurs, palpitations paroxystiques? Est-ce qu'il a des crises de tétanie, dérobement des jambes? Est-ce qu'il a une maladie rénale chronique connue ou de l'hématurie de la protéinurie? C'est si nous avons une hypertension médicamenteuse, toxique. Est-ce qu'on a une triade de Ménard, donc un FEO? Est-ce qu'on a un hyperaldo? Est-ce qu'on a une maladie rénale chronique? Et enfin, 3 gestes. Examinez votre patient, prenez l'attention de manière bilatérale, palpez les poux, vous pourrez détecter une coarctation, palpez l'abdomen, recherchez un gros rein, vous pourrez trouver une polykystose, et enfin, auscultez la région périombilicale, toute la région abdominale et les axes vasculaires, parce que vous pourrez trouver une sténose de l'artère rénale, qu'elle soit athéromateuse ou par fibrodysplasie musculaire. Que dire ou que retenir en définitive? L'hypertension artérielle secondaire, elle n'est pas si rare que ça, puisqu'elle représente 15% des hypertensions. Leur identification est utile car certaines causes sont curables. Le bilan biologique que l'on fait en première intention est suffisant, puisque c'est cette biologie guidée par la clinique qui permettra, par le bilan initial, d'évoquer certaines étiologies. Pour faire la recherche des hypertensions endocriniennes, cela doit être fait sous traitement neutre. Et n'oubliez jamais, hypertension plus hypokaliémie, pensez à l'hyperaldo. Hypertension sévère plus flush vasomoteur ou triade de Ménard, pensez au FEO et au paragangliome. Hypertension plus altération de la fonction rénale et ou hypokaliémie, pensez à la sténose athéromateuse ou par fibrodysplasie de l'artère rénale. Hypertension plus obésité facio-tronculaire, pensez au Cushing. Voilà, je suis arrivé au terme de ma présentation et pour votre attention, je vous remercie.